Bernard Chalumeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste en droit constitutionnel et international. Oui. Vous êtes initiateur de la création en 1997 de l'Alliance pour la souveraineté de la France. C'est exact. Et vous êtes toujours le secrétaire général, n'est-ce Eh pas? bien, depuis autrefois, je suis toujours le secrétaire général. Ça n'a pas évolué, je n'ai pas été déposé. Très bien. On va parler cette fois-ci de la France, du budget. Bien sûr. Et on va deux, trois autres sujets. On va attaquer directement sur le budget de la France en parlant de l'armée. Oui. Alors, il s'agit d'un événement extrêmement important puisqu'il y a un livre blanc qui est en train d'être étudié par le gouvernement visant à réduire drastiquement le budget de nos forces armées. Eh bien, je dois dire qu'il n'y a pas lieu à ce que l'on réduise de la sorte le budget de nos forces armées. Depuis de nombreuses années, environ 15 ans, le budget de nos forces armées a été réduit dans des proportions considérables. On est passé de 5% du produit intérieur brut à quelque chose comme 1,3, 1,4, et puis là, on voudrait cibler de l'ordre de 1%. Eh bien, je dis qu'il ne faut pas le faire. Parce que une nation comme la France, pour être souveraine et indépendante, doit disposer d'un corps de bataille adapté à ses obligations et à ses objectifs. Je tiens à exposer que s'il arrivait que les objectifs du livre blanc soient respectés, l'effectif de notre corps de bataille alors serait inférieur à celui que les Allemands avaient accordé à Vichy après la défaite de la France en 1940. Donc il est absolument exclu que l'on se trouve dans une telle situation. C'est pourquoi j'appelle les militaires de deuxième section et aussi de seconde section à sortir de leurs réserves pour faire en sorte que cette situation ne soit pas réalisée. Évidemment, ce genre de disposition correspond à ce dont nous souffrons au niveau de l'Union européenne, puisque depuis la signature du TSCG, nous avons abandonné le dernier élément de souveraineté qui nous restait encore, c'était la capacité de gérer notre budget. Alors bien entendu, le budget de la France doit passer sous les fourches caudines de l'Union européenne, et bien entendu, l'Union européenne nous impose de réduire notre budget pour, bien entendu, réduire ces fameux 3% auxquels on s'est engagé. Eh bien, ça ne doit pas être, parce que la France doit avoir, au contraire, un accroissement de son budget militaire. D'accord. On entend aussi parler de la vente du Charles de Gaulle. C'est quand même incroyable. Oui, alors ça ne doit pas être non plus. Parce que j'attire attention sur le fait que non seulement il ne faut pas vendre notre porte-avions, mais il nous en faut un second. Un porte-avions à la mer, nucléaire, a une certaine durée d'exercice, mais doit rentrer à Toulon à un moment donné pour refaire son combustible, et doit donc pendant ce temps-là être remplacé par un second porte-avions. Alors, on a parlé de faire un porte-avions diesel plus ou moins avec les Anglais. Non. Une nation comme la France doit avoir deux porte-avions, un à la mer et un prêt à seconder le premier. On a parlé aussi d'arrêter la production de l'Airbus pour projeter nos troupes. Ça, c'est la même chose. On a élaboré, je crois, un premier prototype de la 400M et on parle de l'arrêter. Bon, si la France veut faire respecter ses intérêts et ses engagements à l'étranger, elle doit avoir des avions gros porteurs pour projeter ses troupes à l'étranger. Projeter ses troupes à l'étranger, ça veut dire avoir des troupes, ce qui ne risque plus d'être le cas avec la nouvelle loi de programmation militaire, et avoir des avions pour le projeter. Bien entendu, dans l'affaire du Mali et autres, on a affaire à des gros porteurs américains, mais sommes-nous sûrs que nous aurons toujours des gens pour nous prêter leurs avions ? Un pays libre et indépendant, comme doit le redevenir la France, comme je dis, comme doit le redevenir la France, doit pouvoir disposer d'avions gros porteurs, performants, pour projeter ses troupes là où elle entend les projeter. On parle aussi des services secrets, puisque... Oui, voilà. Oui, alors ça c'est un autre phénomène. Bien entendu, les risques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont tout autant des risques d'infiltration de terroristes sur notre territoire. Alors, depuis trop d'années, on a laissé tomber nos services secrets. Alors, il faut savoir que
on ne combat pas le terrorisme avec des porte-avions. On combat le terrorisme avec des gens qui ont la notion de savoir où ils sont et comment on peut les réduire. Les services secrets sont à une composante fondamentale de tout conflit, que ce soit contre du terrorisme ou contre un conflit extérieur. On ne va pas au combat sans avoir la connaissance parfaite des éléments dont dispose l'ennemi. Je rappelle que le 6 juin 1944, le débarquement américain sur les côtes françaises n'a réussi que grâce à la connaissance parfaite des moyens dont disposaient les Allemands sur le mur de l'Atlantique. Et la connaissance de ces moyens était due essentiellement aux renseignements fournis par la résistance française. Donc on ne peut pas engager que ce soit un conflit interne ou un conflit externe, sans avoir des services secrets. Donc non seulement il faut augmenter le budget de la défense, mais il faut aussi inclure un budget substantiel pour nos services de renseignement, voire même disposer d'un satellite de renseignement, et non plus être à la remorque de satellites américains. Un petit mot maintenant sur les événements qui sont passés en Afrique avec la Syrie, le Libye et le Mali. On a des renseignements contradictoires. Enfin, on aide des terroristes d'un côté et de l'autre côté, on les combat. C'est paradoxal tout ça. Oui, alors là, vous faites bien de m'interroger là-dessus parce que moi aussi je m'interroge. Je considère que la politique extérieure menée par le gouvernement est extrêmement floue. Puis d'un côté, nous opposons avec nos forces armées à un terrorisme islamique, et d'un autre côté, voilà que nous les aidons. Alors, je discerne mal la logique de la politique étrangère française. De même, on nous a rebattu les oreilles depuis des années, on s'est gargarisé avec la PESC, la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Où a-t-on vu la PESC dans l'affaire du Mali ? Encore une fois, cette disposition, cette absence de mouvement montre l'inadaptabilité, l'inutilité du traité de Lisbonne. Où est la PESC ? On n'a rien vu. On n'a rien vu, et les troupes africaines non plus, on les a pas vraiment vues. Non, ni d'un côté ni de l'autre. Alors maintenant, on dit qu'on se retire du Mali, mais qu'est-ce qu'on est allé faire là-bas si c'est pour s'en retirer ? Je m'interroge, là je ne comprends pas. Le point suivant, c'est le chômage en France, un point vraiment très très noir. On parle de 3,1 millions de chômeurs officiellement. Officieusement, on doit être plus près des 9 millions. Donc un petit mot là-dessus ? Oui, alors là c'est le point le plus important et le plus grave de la situation à nous. D'abord, on peut s'interroger aussi sur la réalité des chiffres que l'on nous donne. C'est un premier point, parce que vraisemblablement les chiffres officiels sont relativement loin des chiffres réels dont le pays souffre. Mais il faut savoir aussi que ce chômage n'est pas un chômage conjoncturel, c'est un chômage structurel, je répète, un chômage structurel qui dépend de l'organisation de l'Europe telle que nous l'avons aujourd'hui. Bon, c'est un chômage qui est dû pour une grande partie à l'euro, qui est dans beaucoup de cas surévalué, qui est dû aussi au phénomène des directives européennes que l'on nous impose et qui ont tendance à faire fuir, et qui font fuir les entreprises européennes d'Europe et de France, qui font fuir les cerveaux, les problèmes budgétaires, le surcroît d'impôts, la fiscalité confiscatoire que les entreprises françaises supportent. Et il y a aussi un autre phénomène qu'il faut signaler. Un entrepreneur un investisseur peut venir en France, même si la fiscalité est forte, à condition qu'elle ne change pas tout le temps. Si vous voulez investir dans un pays où une fiscalité change tout le temps, vous êtes infichu d'établir un bilan de développement de votre entreprise. Bon, donc tout ceci contribue au chômage. Et on voit aussi le chef de l'État qui, au lieu de soulager les entreprises, les surcharge encore d'impôts. Comment voulez-vous qu'il y ait une croissance qui soit productrice d'emplois si vous la tuez? On ne peut pas à la fois étouffer les entreprises, faire en sorte qu'elles fuient le pays et s'attendre à avoir des emplois. D'une part, nous avons le chômage, mais depuis de trop nombreuses années, nous avons non seulement le chômage, nous avons détruit des emplois. Bon, il est urgent d'arrêter ce phénomène de destruction des emplois, sinon nous allons arriver à des problèmes socio-économiques considérables et quasiment insolubles.
Un petit mot pour ceux qui prétendent que, comme l'Allemagne est dans l'Union Européenne, la Hollande aussi dans l'Union Européenne, et que réussissent mieux que nous, alors nous devons réussir. C'est ce qu'on entend par exemple des gens du centre. Bon, alors si nous devons réussir, tant mieux. Mais il faut quand même regarder les choses comme elles sont. Si vous regardez quelle est la valeur du SMIC allemand, il est très inférieur au nôtre. Bon, il y a aussi un autre phénomène que l'on oublie, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai noté l'influence des directives européennes, sur la nocivité des directives européennes sur nos emplois. L'Allemagne est un système fédéral avec des strates dans l'organisation politique. Si bien que lorsqu'une directive arrive en Allemagne, elle met énormément de temps à être mise en application, plusieurs années. Tandis que nous, notre système est direct et on l'applique directement. Je rappelle que si on n'applique pas directement une directive, dans les délais prévus par la Commission européenne, nous sommes pénalisés. Donc les Allemands, soi-disant, les appliquent, mais ça prend du temps. Donc ils sont beaucoup moins pénalisés que nous par l'Union européenne vis-à-vis de l'emploi. Ce sont des éléments qui jouent. Le SMIC plus bas et une plus grande réticence à appliquer les directives européennes. On parle aussi des normes, puisque... Oui. Voilà. Ça, c'est important. Je vous remercie d'avoir attiré mon attention là-dessus. Là, je m'adresse à tous les jeunes de France et d'Europe, parce que j'ai observé que depuis un certain nombre d'années, une espèce de dérive des directives européennes qui se transforme de plus en plus en normes. Une norme, c'est un document qui est fait par les constructeurs pour définir les modes de fonctionnement de construction d'un produit et aussi pour le protéger. Ça doit pouvoir être modifié comme l'on veut, quand on veut. Tandis qu'une directive, c'est un document politique qui est adopté à la majorité qualifiée et qui ne peut être modifié, conformément au traité, qu'à l'unanimité. Donc c'est un élément figé qui ne peut plus être bouger. Donc si vous avez un produit qui est normalisé par une directive européenne, vous ne pouvez plus le faire évoluer. Donc si vous ne pouvez plus faire évoluer votre produit, vous ne pouvez plus faire de développement, vous ne pouvez plus être en avance sur des compétiteurs comme des Chinois. On ne peut vendre un produit que c'est plus compétitif techniquement que celui du voisin. Eh bien, si vous êtes enfermé par des normes inamovibles, vous êtes cuit. Donc il faut s'opposer de toutes les forces que l'on peut s'opposer à ce que les directives deviennent des normes. La norme est une norme, c'est un document fait entre droit privé. Une directive, c'est quasiment un droit public. C'est deux éléments complètement distincts. On termine en parlant de l'euro et de ce qui s'est passé à Chypre, en Grèce et à Chypre. Un petit mot là-dessus ? Oui, alors là, pour une fois, tout le monde a vu en direct, et surtout nos amis chypriotes, les pauvres, la nocivité de l'euro. Qu'est-ce que nous avons vu ? Nous avons vu ce qu'on appelle la Troïka, c'est amusant, la Banque Centrale Européenne, le FMI et la Commission de Bruxelles imposer un plan draconien de sauvetage de Chypre, plus le sauvetage de l'euro, et qui conduit à la spoliation des épargnants, puisque certains d'entre eux vont perdre près de 60% de leurs avoirs bancaires. Qui a imposé ça ? Le FMI. Qui a élu Madame Lagarde ? Personne. La Commission de Bruxelles, M. Barroso, M. Van Rompuy. Qui les a élus ? Personne. M. Mario Draghi, patron de la BCE. Qui l'a élu ? Personne. Donc voilà un ensemble de gens nommés par qui on ne sait pas, qui organisent la spoliation de personnes qu'ont fait les Chypriotes pour perdre autant d'argent. Sont-ils responsables ? Et est-ce que le drame chypriote va s'arrêter à Chypre ? Allons-nous, nous, Français, bientôt, être dans la même situation ? N'est-il pas absolument urgent de sortir de l'euro et de rétablir notre monnaie nationale, chacun d'entre nous, avant qu'il ne soit trop tard. Je me souviens d'un de mes amis, Georges Berthu, qui avait écrit un livre là-dessus, qui disait à chaque peuple sa monnaie. Il y aura deux cas pour l'euro, deux seuls. Ou bien on s'entend avant le drame, et on sauve tout ce qui peut être sauvé, ou bien il descend en flammes, et c'est l'épouvante. Je crois que nous allons nous engager vers le second cas. Il serait donc souhaitable que l'on s'entende pour l'éviter.
L'Alliance pour la souveraineté de la France a déjà examiné ce processus. Elle dispose autour d'elle de spécialistes, d'économistes, et de relations au niveau européen pour faire en sorte que l'on arrive à sortir de là avant l'éclatement en flammes de l'euro. Mais je crains, hélas, que les politiques préfèrent sauvegarder les avoirs des banques plutôt que de sauvegarder les avoirs des citoyens européens. C'est pourquoi j'invite quand même quiconque serait prêt à travailler avec nous, à nous rejoindre pour faire en sorte qu'on évite que cet euro parte en flammes et que nos économies partent toutes avec lui. Je vous remercie Bernard Chalumeau. Je vous en prie. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.